Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur qui est consacré ce soir à la journée mondiale de lutte contre le sida qui est, comme vous le savez, célébrée chaque 1er décembre de chaque année. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le monde entier sur les défis de la lutte contre cette pandémie, de faire le point sur les développements et les réalités de la situation épidémiologique à Mauritanie et de renforcer la solidarité et la mobilisation sociale pour éradiquer cette terrible maladie. Dans cette émission, il sera question des dernières informations et des défis particuliers de la lutte contre le sida en Mauritanie et les stratégies mises en œuvre par le Comité national de lutte contre le sida pour lutter contre cette pandémie chez nous. Nous parlerons en gros du dépistage, de l'infection, des différentes prises en charge nutritionnelles, thérapeutiques, psychosociales et du traitement de la maladie. Pour débattre de toutes ces questions, nous avons ce soir sur notre plateau M. Abdelrahman Baye, chef du département de la planification et du suivi-évaluation au secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-Sida, et M. Harouna Sy, membre du réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et notre première question est relative au thème de cette année, qui est de confier au leadership aux communautés, de confier le leadership aux communautés. Merci beaucoup de l'invitation. Merci pour la direction de la TVM et pour vous-même de cette invitation, donc pour parler d'un sujet qui nous préoccupe encore, malgré 40 ans après la découverte du virus de lutte contre le sida. C'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il pose un problème de santé publique, donc pour les pays, pour tout le monde, pour tous les pays, le monde entier, y compris bien sûr notre pays. Et que vise-t-on par ce slogan? Donc, ce slogan, ça donne l'importance à la communauté. Parce qu'au niveau mondial, on a estimé qu'on peut éradiquer le sida d'ici 2030. Vous savez, dans les combats, les plus difficiles, ce sont les derniers moments du combat. Et les derniers moments du combat, on l'estime qu'on a 7 ans. Et ces 7 ans, on doit renforcer les efforts pour lutter contre cette pandémie et on ne peut pas le faire si on n'implique pas la communauté. Vous savez, le sida, ça touche tout le monde, mais avec une différence. Donc, ça touche la population générale avec un taux faible, mais il y a des groupes où il y a une grande prévalence, et c'est des groupes qui sont difficilement accessibles pour les structures de santé. Donc, on a besoin de la communauté pour atteindre ces populations. Ces populations vivent parfois enfermées entre elles-mêmes. Donc, on a besoin de ces communautés pour faciliter l'accès aux prestations et aux soins. D'accord. Harouna, si vous êtes membre du réseau des personnes vivant avec le VIH, oui. C'est une grande tâche, c'est un grand effort que d'ouvrir ses bras aux personnes vivant avec le VIH. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre réseau, ne serait-ce que pour l'adhésion d'abord au traitement pour ces gens? Qu'est-ce que vous faites quand vous accueillez ces gens chez vous? Nous, on a un réseau. On a presque 20 associations de personnes vivant avec le VIH. Parce que chaque région a une association ici en Mauritanie. Nous faisons des sensibilisations au centre du traitement ambulatoire CTA à Nouakchott, à l'hôpital Sabah. Souvent, on trouve des cas qui viennent
c'est des nouveaux cas. Il y a parmi eux, des fois, il y a des cas qui viennent avec la tuberculose. Il y a des cas aussi qui viennent avec des contaminations au niveau du centre de traitement ambulatoire. Bon, au niveau du centre aussi, bon, on a des très bons médecins au niveau du centre. Machallah, ici en Mauritanie. Et en quoi consiste votre travail? Quand ils viennent, comment vous les accompagnez? Nous les accompagnons. Votre suivi, le Oui. suivi également, vous assurez que ces gens prennent leurs médicaments. Oui. Comment se fait tout ce processus? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous faites quand vous accueillez quelqu'un dans ces centres? Bon, dans ces centres, si on accueille quelqu'un, comme s'il y a des nouveaux cas qui ne connaissent pas le centre, ils viennent avec leurs parents. Bon, nous les accueillons. Bon, on les amène d'abord voir le médecin. Après le médecin, on va essayer de les amener chez l'assistant social. On va aller voir l'assistant social. Ils vont les prélever le sang, ils vont regarder. Même s'il avait été prélevé, mais il faut qu'on s'assure également. Oui, ils vont s'assurer pour connaître que la personne est effectivement atteinte de la maladie. Bon. Après ça, si on voit que la personne est atteinte de la maladie, on la prend, on prend les papiers, on l'amène voir l'assistant social. On reste avec cette même personne, on essaye de le soulager, de le montrer qu'ici, il n'est pas seul, que nous, on est avec lui. Hein? On est avec lui, il faut regarder nos comportements, comment on est. Donc, il n'y a pas de problème. Tant mieux, tant mieux. Docteur, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs le mode de transmission de cette maladie, pour commencer? Ah, très bien. Donc, pour le VIH, c'est un virus qui provoque une maladie qui s'appelle le sida. Donc, les moyens de contamination, le premier moyen, c'est le moyen par les rapports sexuels non protégés. Donc, et ça environ représente 90% des cas qui ont été contaminés dans le monde. Il y a, et ces rapports, que ce soit légal ou illégal. Donc, le virus ne fait pas la différence ici. Donc, c'est pour cela, avant le mariage, il faut faire le dépistage prénuptial, si disponible. Donc, le deuxième moyen, c'est à travers la transmission du sang. Donc, sur le sang souillé, la transfusion sanguine s'il n'est pas testée. Et cette voie, elle a été bloquée complètement en Mauritanie depuis au moins plus de deux décennies. Donc, avec les créations de banques de sang, la sécurisation du sang, il n'y a plus le sang chez nous, c'est complètement donc sécurisé. Au niveau toujours de la transmission par le sang, il y a les objets tranchants. Les objets tranchants souillés du sang. Donc, que ce soit chez les coiffeurs, chez les dentistes, chez les tatouages, chez l'excision, chez la circoncision dans les villages. Donc, on doit faire attention avec le matériel qui est utilisé. Dans nos structures de santé, actuellement, il y a le matériel qui a usage multiple. Ils ont des instruments pour le stériliser. Et donc, on évite à utiliser, bien sûr, les seringues plusieurs fois. Maintenant, quand vous venez dans une structure de santé pour faire des injections, chacun avec ses seringues. Mais attention, dans certaines localités, au niveau de points très reculés, il y a encore certaines pratiques. Donc c'est pour cela qu'on profite de l'occasion pour sensibiliser davantage la population à ce que il ne faut pas oublier qu'à travers
c'est le matériel souillé, on peut encore transmettre des cas du sida. Et attention à la circoncision. Parce que dans certains villages, ça se fait, on regroupe les enfants et il y a quelqu'un qui a un peu de la baraka et qui passe pour faire la circoncision. Attention, avec un couteau, il faut que ça soit bien stérilisé. Le troisième moyen de transmission, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale, de la mère à l'enfant. Que ce soit pendant la grossesse, lors de l'accouchement, ou l'allaitement. Et pour cette voie, on a un traitement qui est très efficace aujourd'hui. Dans nos différentes structures de santé qui offrent les consultations prénatales, on a introduit le dépistage du VIH dans le bilan de grossesse. Donc, s'il y a une femme enceinte qui est séropositive et qui est dépistée, elle va recevoir le traitement avec cette sage-femme au niveau du centre de proximité. D'accord, ça c'est pour la transmission. Harouna, vous, je l'ai dit tantôt, vous êtes en contact direct avec les personnes vivant avec le VIH. Quel type de discrimination on vous rapporte le plus souvent quand vous les accueillez, aussi bien au sein de leur famille, au sein de leur lieu de travail, dans les lieux publics? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils se plaignent d'être stigmatisés? Nous, souvent, on rencontre beaucoup de cas au niveau du centre ambulatoire. Bon, au niveau du centre, on a une cuisine, là où on se rencontre nous tous, à chaque lundi, mercredi, et au jeudi, c'est pour les enfants. Jeudi ou vendredi, c'est pour les enfants et les femmes. Bon, souvent, si on se rencontre avec eux, il y avait même des temps, il y avait même le docteur Abdelrahman, il prenait une petite pause pour venir dans la cuisine avant le repas, pour qu'on reste assis nous tous ensemble avec les patients. On essaie de discuter sur certains cas, comme des problèmes. Parce que chaque patient a son propre problème. Oui. Ouais. Bon, nous aussi, on essaie de regarder leurs problèmes, on essaie de les donner des idées, des conseils, comment ils vont faire, comment ils vont se comporter avec leur famille, avec les amis et tout ça. Parce que ce n'est pas parce que seulement qu'on est infecté qu'on doit se comporter n'importe comment. Hein? Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il faut être, même si on est infecté, ce n'est pas parce qu'on est infecté qu'on ne peut pas vivre comme tout le monde. On peut vivre comme tout être humain. Hein? Mais il faut être tout le temps bien habillé, propre, se montrer qu'on n'a rien, que ce n'est plus une maladie, que c'est comme toutes les maladies qui existent actuellement. Parce qu'actuellement, le VIH, ce n'est plus une maladie. Alhamdoulilah. Parce que nous, avant, moi, lorsque j'ai débuté à venir au CTA pour prendre le traitement, on prenait presque 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, avec des bactéries. Mais actuellement, alhamdoulilah. Vous en êtes à combien de comprimés? Puisqu'on est parti de dizaines de comprimés au début. Oui. Au début, il y avait beaucoup de comprimés. Aujourd'hui, on en est à combien là? Un comprimé par 24 heures. Oui, un comprimé. Un seul comprimé. On est parti donc de 100 ou de dizaines de comprimés. Plusieurs prises. Oui, plusieurs prises. C'est pour cela qu'il y avait même des patients qui oubliaient même de prendre le traitement à cause de ça. Bon, il y avait parmi eux aussi, ils prenaient le traitement, tellement à force de prendre ça, des fois ils ont des nausées, des effets secondaires. Bon. S'ils venaient nous voir, ils nous disent que nous, on a vraiment ces comprimés-là. On n'est pas à l'aise avec ces comprimés. On n'est pas à l'aise. Bon, on lui dit que ça, c'est le début seulement. Parce que si tu prends le traitement, le début, tu auras des effets secondaires. Mais après, mais après, avec le fur et à mesure, avec le temps, ça disparaît. Tant mieux. Ça disparaît. D'accord. Oui. Et actuellement, on en prend seulement un seul comprimé pour 24 heures.
actuellement. C'est bien, c'est une révolution. Ouais. Docteur Abdelrahman, donc vous avez parlé tout à l'heure on avait parlé de la transmission, de l'infection, et vous avez évoqué la sensibilisation qui est importante à plus d'un titre. Comment le programme organise ces campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'il en organise d'ailleurs? Et comment, et est-ce que c'est seulement au niveau de Nouakchott ou à l'intérieur du pays également dans vos centres? C'est une très bonne question. Merci. La sensibilisation, on ne peut pas lutter contre une maladie qu'on ne connaît pas. Donc il faut en informer la population. Ouais. Ça c'est clair. Ouais, et donc c'était les premiers aussi moyens de lutter contre cette maladie. On n'avait que de la sensibilisation. On a fait plusieurs années avec juste l'information. Donc, mais maintenant, depuis 1996, on a introduit la trithérapie dans le monde. Cette trithérapie a fait que le virus est presque maintenant sous contrôle. On connaît déjà le comportement du virus. Et on se permet de dire, voilà qu'on va vers l'élimination. Donc, la sensibilisation, c'est très bien de faire la sensibilisation, c'est très bien de faire les campagnes de sensibilisation, mais c'est des choses qui sont très coûteuses, ces campagnes. Et donc, dans un pays comme le nôtre, où l'épidémie est concentrée dans certaines couches des populations, donc, on concentre la sensibilisation autour de ces groupes. On ne laisse pas les autres pour compte, non. Il y a les médias. On a introduit le VIH dans les cursus scolaires au niveau des différents niveaux scolaires et universitaires, l'information sur le virus. Il y a le jeune qui font de la sensibilisation, il y a des ONG qui font de la sensibilisation, mais on concentre l'effort maintenant de la sensibilisation autour de ce qu'on appelle les populations clés, c'est-à-dire là où il y a une prise de risque plus importante qu'au niveau population générale. S'agissant un peu de la situation épidémiologique de la pandémie chez nous, le nombre de cas est-il en régression? S'agit-il plutôt d'une augmentation? Quelle est la situation de la pandémie chez nous aujourd'hui? Quand on regarde les 3 dernières années, on voit qu'il y a en valeur absolue, les chiffres ont augmenté. Les chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a fait des estimations sur ce qu'on appelle ces populations clés, taille de ces populations clés. Et ces tailles ont été estimées avec des valeurs extrêmes. Et on a fait une triangulation pour ces populations entre des estimations que donne l'OMS, entre des enquêtes qu'on a menées au niveau des différentes villes de Nouakchott et entre une enquête biocomportementale qu'on a fait ici. Donc, elle nous donne une estimation au niveau de la taille qui nous semble, et qui semble aussi pour nos partenaires, que c'est une estimation surestimée. Aujourd'hui, on pense qu'en Mauritanie, nous avons environ 8000 patients, dont plus de la moitié sont déjà sous traitement. Donc, mais il reste environ la moitié. La moitié, elle est au niveau dans ces groupes très exposés au risque du VIH. Donc, il faut les atteindre avec la communauté qui a accès à ces groupes. Donc, c'est pour cela, le slogan de cette année, il faut confier le leadership aux communautés. Donc, c'est pour faciliter l'accès de proximité de ces populations aux soins préventifs et curatifs,
aussi. Donc, et là, c'est très important dans la lutte contre la pandémie. Donc, quand on regarde aujourd'hui dans plusieurs centres de santé, à Nouakchott et à l'intérieur, on fait des centaines de dépistages chez les femmes enceintes. On ne trouve pas une séropositive, une seule. Ça, il y a des centres à Nouakchott où on a fait 1500 dépistages sans aucune femme séropositive. C'est une très bonne chose. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous pousse à renforcer nos actions là où il y a la maladie. Quand on veut pêcher, on doit choisir une eau poissonneuse. Donc, et c'est là où on va pêcher. La même chose pour la lutte contre le sida, on doit aller là où on peut trouver plus de risques de transmission. Harouna, on laissait, quand vous arrivez à convaincre ces patients qui viennent chez vous de l'utilité de prendre ces traitements, est-ce que dans le cadre de l'observance de la rétention des patients, est-ce que vous les suivez, vous vous assurez que ces gens prennent effectivement leur traitement ou non? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, il y a des suivis. Bon, parce que moi, actuellement même, ici à Nouakchott, il y avait des temps. Bon, en ce temps, il y avait des patients même, mais il y a beaucoup parmi eux qui ne comprenaient pas les traitements. Et en ce temps aussi, il n'y avait pas beaucoup de centres de santé à l'intérieur. Bon, en ce temps, nous on prenait, il y avait des patients qui étaient à Kaïdi. Moi, je prenais leurs médicaments, ou bien à Nouadhibou. J'ai envoyé des médicaments. Bon, ces gens que j'envoyais des médicaments, j'ai vu qu'ils étaient trop bien, ils observaient bien leurs médicaments, ils sont observants. Parce que tout le temps qu'il restait un peu de médicaments, ils m'ont téléphoné. Harouna, je suis en rupture de médicaments. Automatiquement, je prends son code, je prends ses médicaments et je renvoie ses médicaments. Ça, c'était avant, quand il n'y avait pas de centre. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a des centres à l'intérieur. Comment vous procédez aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne parle même plus de centres. Parce que toutes les régions ont des centres. Oui. Toutes les régions ont des centres. Comment l'opération se déroule? Bon. Est-ce que vous qui êtes dans une ONG, dans un réseau, est-ce que vous vous assurez que les gens, au niveau de ces centres qui sont loin de Nouakchott, voient l'affluence de ces personnes prendre leurs médicaments? Est-ce qu'il y a un suivi? Parce qu'actuellement, ce qu'on a constaté, est-ce que vous vous réunissez de temps à autre? Parce que tout le temps, des fois, on se réunit ensemble, nous tous, en tant que des personnes vivant avec le VS, avec le réseau, on essaye tout le temps de les attirer envers nous pour qu'ils essayent d'oublier même la maladie même. Essayent même d'oublier la maladie. D'accord, donc... Bon, actuellement, ce n'est plus comme avant. Parce qu'actuellement, tous les patients, ils prennent les médicaments, normalement. Mais donc des fois... Le processus se passe bien aujourd'hui. Oui, ça passe bien. Tant mieux. Oui, les gens ont compris l'utilité. Mais des fois, on avait des cas, comme des perdus de vie, qui ne venaient même plus au centre de santé. Bon, finalement, il y a le secrétaire exécutif de lutte contre le VIH/SIDA qui nous donnait des financements pour faire la sensibilisation, pour regarder certains patients qui sont des perdus de vie. On essayait de les rappeler. Bon, dès qu'on les trouve, on les demande pourquoi tu ne veux pas prendre tes traitements au CTA. On me dit non, parce que... On lui dit non, il n'y a pas parce que. Ça, c'est un traitement, c'est ta vie qui est là, en jeu. Il faut venir avec nous, aller et prendre tes médicaments. Ce n'est pas sa vie seulement, c'est la vie de la communauté. De la communauté. Parce que s'il prend ces traitements, il ne risque plus de contaminer. Il ne risque plus de contaminer. Parce que c'est à partir de là-bas que les gens commençaient à venir petit à petit. Ils prennent les traitements, on les accompagne, jusqu'à qu'ils commencent à s'adapter. Finalement, ils s'accompagnent avec nous, on part. Même si on a des séminaires ou bien des trucs, on les amène avec nous pour les montrer ce qui se passe. Oui, ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent au CTA,
Des fois, il y a des activités qu'ils ne sont même pas au courant. Bon, nous, on les retirait pour les amener, ou bien on prenait leur contact. Dès qu'on a un séminaire aujourd'hui dans tel hôtel, bien dans tel hôtel, ils venaient, et puis on se retrouvait tout le monde. Il y a les médecins, il y a tout le monde, il y a les ONG. Finalement, ces gens, ils savent que maintenant, bon... Ils ont adhéré donc, ils sont adhérés, qu'il y a quelque chose. Ils s'approprient tout ce qui se fait. Ils commencent à comprendre. Tant mieux. Oui, tant mieux. Docteur, s'agissant toujours de la sensibilisation, dans le cadre de ce que vous faites, est-ce que vous sensibilisez les gens sur le fait qu'un porteur de cette pandémie n'est pas en danger, c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter, on peut manger, on peut échanger des vêtements. Comment se fait la sensibilisation pour amener les gens à accepter des personnes atteintes de cette pandémie? C'est une question sur laquelle on s'est penché depuis l'ouverture de centres à Nouakchott, de centres de lutte contre le sida. Et surtout avec la société civile et avec nos oulémas. On a élaboré depuis plus de 15 ans un livre, L'Islam et le VIH. Et là, c'était très marquant de montrer que l'islam n'est pas contre les personnes vivant atteintes du virus et que ces personnes ne constituent pas un danger s'ils prennent le traitement. Et la science, depuis 2015-2016, il y a eu beaucoup de publications qui ont prouvé qu'une personne séropositive avec une charge virale indétectable, c'est-à-dire le nombre du virus qui est totalement contrôlé dans l'organisme, il ne constitue plus un danger de transmission par voie sexuelle pour la population. Et ça, c'est important. C'est une avancée qui a permis à beaucoup de personnes vivant avec le VIH de se remarier, d'avoir des enfants, de vivre en harmonie avec la société parce qu'ils ne constituent pas un danger pour la société. Celui qui constitue un danger pour la société, c'est celui qui n'a pas été encore dépisté et qui continue à transmettre le VIH dans la population. Ça, vraiment, c'est le risque. C'est pour cela qu'on profite de votre émission ce soir pour demander aux gens de se dépister. C'est la même chose qu'on avait fait avec la Covid, Corona. Si tout le monde se vaccine, on contrôle on contrôle la pandémie. Et ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, le vaccin pour le sida, c'est quoi? C'est de savoir son statut sérologique. Et s'il est séropositif, il doit prendre son traitement. S'il est séronégatif, il y a même des médicaments pour les populations les plus exposées. Et ça, pour nous, c'est un vaccin. C'est une avancée pour diminuer aussi le nombre d'incidences de la maladie au niveau de la population générale. D'accord. Puisque vous parlez de la Covid-19, est-ce que cette autre pandémie n'a pas fait passer au second plan le virus du VIH ou les personnes qui souffrent ou qui sont contaminées par ce virus? Tout à fait. Tout à fait. Ça, il y a des points positifs et des points négatifs de la Covid sur le système de santé, mais aussi sur le VIH. Par exemple, je prends un point positif, pour ne pas dire tous les points négatifs. Hein? Donc, le point positif de la Covid, c'est qu'il a permis aux patients d'avoir plusieurs mois de traitement. C'est pour la première fois, on donne à un patient 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de traitement. Il vit à l'intérieur, il n'a pas les moyens de venir. C'était avant l'extension aussi de la prise en charge à l'intérieur. Maintenant, toutes les wilayas du pays disposent de centres de traitement. Mais avant, on n'avait que 6 centres. Donc, avec ces multi-mois de traitement,
Donc, au moins, ça facilitait l'accès au traitement. Au niveau aux périodes de la Covid, effectivement, la fermeture. Fermeture de wilaya, fermeture de villes, fermeture, tout ça, ça a impacté la lutte contre le VIH. Les gens ne fréquentaient plus les structures de santé. On ne fait plus le dépistage. Et ça, on l'a remarqué. On l'a remarqué dans les contaminations. Et c'est sûr, les traitements, s'il est donné, donc ça diminue les contaminations derrière. Et si les gens ne se font pas dépister, ils ne vont pas être traités. Donc ça, c'est un impact de la Covid sur la lutte contre le sida. Harouna, qu'en est-il des rendez-vous? Est-ce que ces patients respectent le rendez-vous une fois les médicaments ou les traitements mis à leur disposition? Quand ils finissent ces médicaments, est-ce qu'ils viennent se ravitailler également? Ouais. Bon, actuellement... Vous n'avez pas de problème quand même pour les médicaments, alhamdoulilah. À conscientiser ces gens du fait de l'importance de respecter ces rendez-vous. Comment ça se passe? Bon, actuellement, au début, il y avait des gens qui venaient, on leur donne un traitement parce que s'ils viennent, au début, tu viens prendre le traitement des médecins pour que tu sois bien observant, ils te donnent un pot de traitement pour 1 mois. On te donne un pot, chaque mois, tu reviens prendre. Chaque mois, tu reviens prendre. En même temps, ils regardaient aussi le poids de la personne. Hein? Ils regardaient le poids. En même temps, on te donne le traitement. Tu prends le traitement. À chaque mois que tu viens, on regarde le poids de la personne. Si le poids s'augmente ou bien si le poids se rabaisse. Bon, finalement, on a vu que vraiment que ça marchait. Il y avait beaucoup de malades qui commençaient à comprendre le but du traitement. Finalement, beaucoup parmi eux, ils étaient trop bien observants. Ils prenaient le traitement. À chaque mois, ils venaient. Puis, au fur et à mesure, après, on te donne par 2 mois, 3 mois de traitement. Actuellement, on donne aux patients 3 mois de traitement actuellement. Tout celui qui termine, avant même de terminer le traitement, tu reviens encore prendre ton rendez-vous pour le traitement. Et si tu as encore des maladies opportunistes, qui ne sont même pas sur le VIH, des autres maladies, tu peux le dire au médecin que j'ai cette maladie ou bien cette maladie. Ils vont te faire des prises en charge. On t'amène à l'hôpital national, on te traite comme tout le monde, et puis sans problème, et puis tu peux faire ta vie convenablement. Est-ce que, docteur, s'agissant du suivi biologique, qu'en est-il de l'efficacité du traitement? C'est la responsabilité des associations de s'assurer, mais vous, en tant que docteur, est-ce que c'est vraiment un médicament sûr aujourd'hui et efficace? Aujourd'hui, on a des patients depuis plus de 20 ans qui sont là avec nous, qui ont commencé, ils avaient une immunité quasi nulle, avec un nombre de CD4 à 0, 5, 6. Aujourd'hui, ils sont là, comme vous et moi, on travaille. Ils travaillent. Ils ont un rendement pour la société, pour eux-mêmes, pour leur famille. C'est un traitement qui est très efficace. Et un traitement aussi pour lequel on a des moyens pour vérifier son efficacité. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la charge virale. La charge virale, le traitement, qu'est-ce qu'il fait dans l'organisme? Il bloque ce qu'on appelle la multiplication du virus. Donc, quand on dose le nombre du virus dans l'organisme, si on le trouve indétectable, c'est-à-dire que le traitement est efficace. Directement. C'est un test qui est simple. Il suffit juste de faire même pas 30 minutes, 1 heure de temps au niveau du centre pour le savoir.
Et donc, j'encourage tous les patients donc, à venir au niveau du centre et il faut au moins chaque année, il faut vérifier si ce n'est pas 2 fois par an. Donc, ça c'est important. Si on a la charge virale indétectable, ça nous réconforte sur l'efficacité du traitement et c'est encourageant pour les patients eux-mêmes d'avoir utilisé le bon remède. Un traitement qui est efficace, qui n'a pas d'effet secondaire, qui est bien toléré et qui est juste une seule prise, un seul comprimé par jour. Vraiment, un traitement, parfois j'ai dit à mes patients, on n'appelle pas d'Aiguindi ici. Il n'y a pas d'Aiguindi avec ce traitement. C'est vraiment, il n'y a pas d'effet secondaire, je vous dis, il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'est très rare de voir des cas allergiques. Donc le mot Aiguindi qui veut que l'on avance que l'on avance tout, mais elle n'existe pas avec ce traitement. Très bien. Et quelles sont les régions du pays les plus affectées actuellement par la pandémie? Il n'y a pas une zone qui est affectée plus que les autres. Il y a des zones où il y a ce qu'on appelle ces poches de populations, ces populations qui sont marginalisées, qui sont enfermées entre elles, ce qu'on appelle nous les populations clés. En général, ce sont dans les grandes villes, les villes côtières, les villes minières. En général, il y a ce genre de populations et donc on doit s'attendre à plus de cas. Mais au niveau des régions, on avait jusqu'à 2011, on avait des sites sentinelles pour suivre l'évolution de la pandémie du VIH au niveau de ces régions. Il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas une différence significative au niveau de suivi. Mais au niveau de ces présences des populations, au niveau de leur visibilité, donc ça attire attention sur les grandes villes, comme Nouakchott, comme Nouadhibou, comme Zouéret, comme Rosso. Voilà de certaines villes parce qu'il y a une activité économique qui est très importante. Il y a un brassage de la population, il y a des migrants, il y a beaucoup de choses qui facilitent en général l'expansion de la maladie. Et s'il n'y a pas l'usage systématique des moyens de prévention, donc on craint qu'il y ait plus de cas. C'est pour cela nous, on renforce nos actions dans ces villes. Et là, on va faire une enquête ce mois et le mois prochain, donc une enquête biocomportementale. Ça veut dire sérologique et comportementale au niveau de ces populations qui sont pour nous les populations très visées très exposées au risque de transmission du VIH. Donc, on avait déjà fait plusieurs enquêtes. En 2007, on avait fait, en 2014, en 2019, et cette année, on va le faire. Donc, on va voir les tendances de prévalence au niveau de ces populations. C'est une façon pour mesurer aussi l'efficacité de notre riposte au sein de ces populations. Cela m'amène à vous demander quelle est la tranche d'âge la plus exposée à ce virus. Peut-être vous êtes dedans encore. Parce que c'est 15-44 ans. Moi, je suis encore sorti. Mais chaque personne, ça, j'ai dit, les populations, les tranches d'âge les plus exposées, c'est 15-44 ans. Mais on a des patients à 76 ans. On a dépisté des patients à 76 ans. Et il y a des enfants. On a aujourd'hui environ 200 enfants qui sont suivis. Mais les tranches d'âge les plus exposées au risque de transmission restent 15-44 ans.
Et venons-en à présent au traitement. De quel traitement nous disposons aujourd'hui pour faire face à cette pandémie? On dispose au niveau de la lutte contre le sida, surtout le traitement antirétroviral, il y a plusieurs familles. Et en Mauritanie, on dispose d'un grand panel de ces médicaments et surtout des médicaments qui respectent les dernières recommandations de l'OMS. Donc, on a des traitements qui utilisent la dolutegravir comme pierre angulaire de ce traitement. Et c'est un traitement qui est très efficace, très bien toléré, avec moins d'effets secondaires, et puis qui donne vraiment une très bonne efficacité virologique et une bonne restauration immunitaire, et une diminution, pour ne pas dire disparition carrément des infections opportunistes. Harouna, donc, est-ce que les personnes que vous rencontrez, et vous en êtes une d'ailleurs, est-ce qu'ils ne souffrent pas de réticence par rapport aux soins qui leur sont prodigués par le personnel de santé? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où, quand l'infirmier, le médecin sait que cette personne est atteinte par le sida, ils ne sont pas réticents vis-à-vis de lui, n'acceptent pas de le soigner convenablement, de lui accorder leur attention, de lui prodiguer les médicaments? Est-ce qu'il arrive qu'il y ait ce cas de figure? Bon, ce genre de cas, on a tout le temps trouvé ce genre de cas. Au début. À l'hôpital national. Parce qu'il y avait des patients qui venaient à l'hôpital Sabah. Dès qu'on leur donne une prise en charge, ils amenaient ça à l'hôpital. Soit chez le dentiste, soit dans toutes les structures qui sont à l'hôpital. Dès que tu déposes le papier, qu'ils voient que c'est écrit CTA, ils reculent. Ils reculent automatiquement. Ils te regardent. Ils se disent, toi, tu viens d'où? Tu te dis, moi, je viens de l'hôpital Sabah. Ils te disent, il faut m'attendre ici un peu, je viens. Il sort dehors, il revient, il ressort encore, il revient. Toi-même, tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Il y a une méfiance. Oui, il y a une méfiance entre toi et le médecin. Bon, on a eu beaucoup de ce genre de cas là-bas. Ça, c'était au début et après. Ça, c'était au début. Mais actuellement, tout a changé. Tant mieux. Actuellement, je peux te dire que tout a changé. Tout a changé. Parce qu'on a des bons médecins qui connaissent la maladie, qui ont étudié sur la maladie, ils connaissent beaucoup de choses sur la maladie. Et ils n'ont plus peur de personne. Et les patients aussi n'ont plus peur d'eux. D'accord. Tant mieux. Le traitement, docteur, est-il gratuit que vous dispensez à ces personnes victimes du VIH? Et comment les personnes atteintes par cette maladie peuvent-elles se le procurer où, par exemple? Je pense que les systèmes de solidarité traditionnels en Mauritanie a été bien traduit dans la lutte contre le sida. Donc, c'est le partage. Et le gouvernement, depuis 2004, a déclaré la gratuité des soins destinés aux personnes vivant avec le VIH. Et donc, depuis 20 ans, tous les médicaments utilisés dans le pays, les médicaments antirétroviraux, sont gratuits. Les médicaments pour les infections opportunistes le sont aussi. Maintenant, nous sommes en train d'introduire d'autres notions de gratuité. C'est la prise en charge des autres morbidités à travers l'inscription d'assurance maladie au niveau de la Caisse nationale d'assurance sociale, d'action sociale. Donc, et là, il y a encore, on va faire ça,
pour les pathologies en dehors du VIH. Et donc, ça sera vraiment quelque chose qui va, je pense, avoir de très bons impacts sur la vie des personnes vivant avec le VIH. Ce n'est pas seulement les personnes elles-mêmes, mais aussi leur entourage. Leur entourage, parce que cette assurance maladie touche aussi leur famille. Et venons-en à présent au dépistage. On en parle souvent. Le dépistage est-il vraiment gratuit et où est-ce que ces patients peuvent le faire? Est-ce qu'il y a, connaissant un peu la stigmatisation et la méfiance des personnes vivant avec le VIH, est-ce qu'il y a toute une discrétion qui est autour de cette opération, puisque ailleurs, les patients ont la possibilité d'avoir un kit, on les édifie sur la façon dont on peut se faire dépister. Comment se passe le dépistage et où en est-on aujourd'hui? Le dépistage, il y a plusieurs dépistages. Quand on parle de la population générale, donc il y a le dépistage dans les structures de santé, le dépistage pour les femmes enceintes, le dépistage pour les patients qui vont subir des opérations dans des hôpitaux, dans des cliniques. Donc, pour les femmes enceintes, le dépistage est gratuit. Il est intégré au niveau du bilan de grossesse. Le dépistage pour la sécurisation du sang, dans le cadre de sécurisation du sang, c'est gratuit. Le dépistage dans les structures qui abritent des centres de traitement, des unités de traitement de personnes vivant avec le VIH est gratuit. Il y a le dépistage qui se fait au niveau des laboratoires privés. Et même certains hôpitaux, ça, il est payant. Parce que ça rentre dans le système, un système qui est libéral. L'autre système de dépistage, c'est qu'on appelle l'autodépistage. Tout à l'heure, on a parlé de ces communautés fermées qui présentent plus de risques de transmission, d'exposition au risque du VIH que de la population générale. Ça, on leur propose l'autotest. C'est-à-dire, on donne des kits qui vont être utilisés par eux-mêmes. Et si c'est positif, donc nous, on va refaire les tests dans nos structures. Et ça, c'est un très bon moyen de détecter précocement les gens qui sont séropositifs dans ces communautés. Donc ce test est totalement gratuit aussi. Et depuis qu'il y a donc, Harouna, ces kits qui assurent un peu la discrétion de l'opération, est-ce qu'il y a plus d'affluence? Est-ce que les gens viennent plus nombreux? Ils affluent régulièrement chez vous? Parce qu'au début, aller dans un centre, se faire dépister, l'infirmière qui peut donner l'information à n'importe quelle personne, si elle n'agit pas en son âme et conscience de façon professionnelle. Aujourd'hui, on a à la portée de la main un kit qui nous garantit d'aller chez nous. Et est-ce que depuis lors, les gens viennent plus nombreux? Oui, actuellement, les gens ils viennent plus nombreux. Parce que moi, il y avait des temps, même en ville, je me croisais avec des gens, ils me disent que Harouna, est-ce qu'on peut faire le dépistage gratuit? J'ai dit bien sûr. Il me dit où ça? J'ai dit au centre de santé du CTA. Tu peux faire le dépistage gratuitement, sans payer, sans rien. Ils m'ont dit que non, ça ce n'est pas possible. Parce que nous, on était parti dans les structures de santé au 6e, dans les dispensaires, et ils nous disent de payer. J'ai dit non. Tu viens, moi je t'amène au CTA, tu te dépistes. On te donne le résultat cette fois. Finalement, les gens venaient. À la fin de compte, tout le monde venait pour faire le dépistage. Mais il y avait des temps, en 2008, 2009, si tu dis à quelqu'un, il faut te dépister, il prend la fuite.
Tu dis, dépister? Non, non, moi je ne me dépiste pas. Mais actuellement, c'est tout le monde qui veut se dépister. Parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas la maladie. Mais, au fur et à mesure, ils commencent à comprendre, toute la population commence à comprendre avec les sensibilisations qu'on faisait, avec tout ça. Hein. Finalement, les gens, ils ont dit que, vraiment, que cette maladie existe. Nous, on croyait que ça n'existait pas, mais ça existe. Finalement, les gens venaient se dépister sans problème. Et nous aussi, on les accompagnait. On leur disait que même si tu te dépistes, même si tu as la maladie, regarde, même si tu as la maladie, il ne faut pas avoir peur. Toi seul, tu connais ton statut. Le médecin, toi et le médecin seulement. Si tu sors, si tu veux, tu peux le dire à n'importe qui, chez toi. Si tu veux aussi, tu ne le dis à personne. Tant mieux. Oui, tant mieux. Docteur, les personnes atteintes du sida, on le sait, ont besoin d'une prise en charge. En quoi consiste celle-ci et quels services ou institutions s'occupent de la prise en charge des personnes atteintes du sida? Et quelle est la nature de cette prise en charge? Comment se passe-t-elle? L'institution qui s'occupe de la prise en charge, c'est le ministère de la Santé. Donc, c'est lui qui est responsable de la prise en charge en Mauritanie. Donc, elle consiste à quoi? Elle consiste à une prise en charge médicale qui commence par le dépistage, par les conseils qui est donné pour comprendre sa maladie, comprendre comment on peut vivre avec, comment on peut vivre avec les autres sans constituer un danger pour les autres, comment prendre son traitement, comment éviter les interactions avec les autres produits. Il y a des produits traditionnels, quand on les prend, on diminue la concentration de médicaments. Donc, c'est une éducation qu'on donne aux malades. Ça, c'est le côté médical et psychosocial à travers l'information. Ouais. Il y a les conseils au niveau de chez l'assistance sociale, les psychologues, là où il y a un psychologue. Là où il y a un psychologue, voilà, sur comment vivre avec la maladie. On regarde, est-ce qu'il y a une dépression, est-ce qu'il y a des pathologies un peu psychologiques qui nécessitent un traitement. Donc ça, il faut les traiter. Et s'il n'y en a pas, donc au niveau de témoignages qui sont faits avec les semblants, les personnes vivant avec les VIH elles-mêmes, qui témoignent pour ces personnes sur leur vécu, sur comment se comporter et vivre avec la maladie. Il y a un autre aspect, c'est qu'on appelle la prise en charge nutritionnelle. Donc, on donne les conseils nutritionnels. Comment manger un repas équilibré et qui n'est pas onéreux. Donc là, c'est la prise en charge nutritionnelle. Voilà, nutritionnelle. Ouais. Donc, il y a, au niveau du SNLS, donc il y a la prise en charge nutritionnelle, psychosociale, thérapeutique également. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Au niveau nutritionnel, il y a des repas communautaires. Donc, pour expliquer aux malades comment on peut faire un repas équilibré avec des coûts faibles. Ça, c'est important, faire de la démonstration pour eux. Avec ces modestes moyens. Voilà. Il y a aussi le groupe de parole. Le groupe de parole pour échanger. Donc, on met les nouveaux malades avec des anciens. Pour partager leur expérience. Et ça, c'est important. L'autre chose, au niveau de la prise en charge, c'est la prise en charge des cas avancés du sida. Notamment, pour nos cas avancés, le sida chez l'enfant, le sida avec les cancers, le sida avec des maladies de comorbidité, la tuberculose, donc avec les hépatites. Et donc, ça, c'est vraiment, ça demande une prise en charge
un peu spécial. C'est pour cela qu'il y a des contrats avec les hôpitaux pour ce genre de prise en charge. Et quelle est, selon vous, la contribution? Est-ce que les médias que nous sommes sont mis à profit dans le cadre de la sensibilisation? Comment ces médias peuvent apporter leur contribution pour combattre contre cette maladie? Les médias, c'est une arme à double tranche. Donc, au début, on fouillait les médias. Je me rappelle une fois, lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, une grande chaîne internationale est venue au centre et j'ai mis ma main comme ça devant l'écran. Donc, ils l'ont montré, ils ont dit, voilà, le médecin-chef ne nous laisse pas filmer dans le centre. Effectivement, parce que on doit assurer une confidentialité pour nos malades. Les médias ici ont un rôle important pour dédiaboliser la maladie. Rendre la maladie, comme disait Haruna tout à l'heure, il parlait que la maladie n'est plus une maladie mortelle, mais c'est une maladie chronique. Au niveau de la définition même scientifique, ça a été changé. Au début, c'était une maladie mortelle. Maintenant, c'est une maladie chronique, comme le diabète, comme l'hypertension. Voilà, si on prend les traitements, on peut en venir vraiment, on peut la contrôler à 100% et on peut éradiquer même le sida d'ici peu de temps. L'émission touche à sa fin. Quels sont les défis qui restent à relever pour réduire la propagation de cette maladie au sein de la population? Les défis sont énormes encore. Oui, mais de façon brève, lesquels qui sont pertinents sont énormes. Premièrement, c'est l'implication de la communauté. Vous voyez, sur le plateau de la République islamique de la Mauritanie, le slogan de cette année, voilà, on a la communauté, mais on a aussi le côté public, institutionnel de prise en charge. Là, il faut des moyens. Il y a les moyens, des ressources, surtout les ressources domestiques. On a de moins en moins de partenaires de financement extérieur. Là, maintenant, on doit augmenter le financement domestique pour lutter contre le sida. On doit augmenter aussi et renforcer l'implication de la communauté dans le dépistage, dans la sensibilisation, dans l'accès au traitement des populations les plus exposées au risque, à nos structures de santé. On doit renforcer le continuum de soins, en dehors même de nos structures, faire des visites à domicile, expliquer à la population que les pauvres malades ou que la dame veuve ne constituent pas un danger pour la société. Elle a le VIH, oui, elle a le VIH, mais elle a un traitement, elle ne constitue pas un danger pour la société. Et que l'enfant qui est orphelin et qui est dans la même classe que vos enfants ne constitue pas un danger pour vos enfants qui sont dans la même classe que lui. Ça, c'est important. C'est important que nos oulémas donc parlent de ça, parlent de cette solidarité envers les personnes vivant avec le VIH, parce que c'est à travers ça qu'on peut les appeler directement à lutter efficacement contre la maladie. L'autre enjeu qui est important, c'est la décentralisation de la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons des centres au niveau des chefs-lieux de wilaya. Mais pour quelqu'un qui est au niveau d'un Mbeket Lahouach, aujourd'hui, il n'a pas accès au traitement. Et là, je signale qu'on a des traitements au niveau d'un Mbeket Lahouach pour les femmes enceintes. Donc, s'il y a un patient qui passe au niveau d'un Mbeket Lahouach et qui a un cours de traitement, il peut le prendre. La même chose au niveau de Djigani, la même chose au niveau
de Zouéret, d'Atar, d'Agjouj, de Rosso. Donc, de toutes les villes de la Mauritanie, il y a des traitements. Mais on a besoin de décentraliser ces traitements, pas uniquement au niveau des hôpitaux, mais au niveau des centres de santé. On a besoin encore d'impliquer le secteur privé dans la lutte contre cette pandémie. Ce secteur privé, il a une grande clientèle. Et aujourd'hui, sa contribution n'est pas mise au profit. Et ça reste, pour nous, c'est un défi pour venir au bout de la lutte contre le sida en Mauritanie. J'espère que le message est bien passé. Enfin, je veux juste vous rappeler que vaincre le sida en 2030 était le mot d'ordre de l'Assemblée générale des Nations unies. Est-ce que cet objectif est réalisable? Tout à fait. Quels sont les outils et les stratégies qu'il faut pour l'atteindre? Tout à fait. Cet objectif est réalisable. Il y a eu une modélisation pour cet objectif en termes de diminution des cas. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la diminution du contrôle de la maladie à travers cette charge virale qui est indétectable. On a une charge virale indétectable, on n'aura pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission, on va diminuer l'incidence de la maladie. Il n'y a pas de nouveaux cas. S'il n'y a pas de nouveaux cas, les anciens cas sont sous traitement, mais ils ne transmettent plus le sida. Donc, le sida va devenir une maladie sans risque de risque de santé majeur. Et ça, au niveau de cette assemblée, ils ont fixé un objectif 3,95. 95% des patients ou des gens séropositifs doivent le savoir, c'est-à-dire à travers le dépistage. 95% parmi eux doivent recevoir les traitements parce qu'ils ont été dépistés. S'ils ont été dépistés, on doit leur donner les traitements. Ces gens-là à qui on a donné le traitement, ils doivent avoir une charge virale indétectable. S'ils ont une charge virale indétectable, ils ne constituent plus un danger pour les autres, ni pour eux-mêmes. Merci, merci docteur. L'émission touche à sa fin. J'espère qu'on a fait le tour de la question. Merci également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à toute l'équipe de la télévision qui a participé à la réussite de cette émission. Mokhtar Mohamed Ali, Rabia Deida, les caméramans, les preneurs de son, les responsables de la régie. Et merci à vous également et très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Zoom sur. Au revoir. منذ مئات السنين يتجدد الجمال والبهاء. العمران فن والعلم نور. هنا أقام ابن بطوطة 50 يوما إيولاة حين تدب الحياة في كل شارع وزقاق، في كل حي وحارة. تكتب ولاة بنخيلها ومخطوطاتها وبمآذنها أجمل الألوان، أجمل الزركشان، لتعزف لحن الحياة.
حين ينادي الحاضر الماضي في عناق وجداني جميل. ولات مدائن التراث. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة